Donc, écoutez, 13h30, j'ai le goût de commencer déjà la présentation. Donc, je vais commencer avec une petite introduction, comme ça, s'il y a d'autres gens là, qui vont se joindre avec nous, ils n'auront pas manqué grand-chose. Donc, bienvenue tout le monde à cette séance d'information sur les barrières physiques, donc les nouvelles exigences du PSAF. Je veux juste être sûre, Manuel, en bougeant la tête, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on entend mon micro? Ah, OK, super, parfait. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Héloïse Denis. Je suis la directrice des audits et programmes ici aux EVQ. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, dans le fond, moi, j'ai pris la relève à Nathalie Robin au département. Donc, peut-être que Nathalie, là, c'est plus familier. Donc, c'est moi qui ai pris la relève. Puis, dans le département, on s'occupe vraiment de tout ce qui touche la certification des éleveurs pour les programmes à la ferme. Donc, pour les poulets, là, on parle du programme de salubrité et bien-être. Donc, c'est pour ça que c'est tombé dans ma cour, tout ce qui touche les barrières physiques puis les nouvelles exigences. C'est un petit peu moi et mon équipe qui va s'assurer de la conformité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais prendre le temps de faire la révision avec vous de l'exigence. Ça a été partagé dans le Nouvel Express, mais on voulait quand même, je pense que c'est plus simple avoir une formation. J'ai aussi mis, on va parler de différents types de barrières avec des photos. Bref, là, pour vraiment, là, le but là, aujourd'hui, c'est vraiment de clarifier les exigences pour que vous sortez d'ici aujourd'hui puis que ce soit clair dans vos têtes, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de faire là, pour vos entrées de poulailler. Avec moi, j'ai Monsieur Manuel Pinard, qui est notre agent de certification dans l'équipe aussi. Il fait un petit coucou de la main. Fait que dans le fond, il va un petit peu m'aider aujourd'hui juste à s'assurer là, que tout le monde est comme on est correct, que les micros, il n'y a pas de bruit ambiant ou quoi que ce soit. Puis il va aussi continuer à admettre les participants qui vont se joindre à nous. Donc, je suis vraiment contente de voir que ça en intéresse quand même plusieurs, la formation que je donne aujourd'hui. Je vais vous demander, dans le fond, de garder vos questions à la fin. Donc, il y a peut-être des choses qui vont venir, des choses qui vont être moins claires, vous allez avoir des questions. Normalement, j'aime ça quand c'est interactif puis que c'est au fur et à mesure, mais vu qu'on est en virtuel puis que j'ai quand même plusieurs choses à vous présenter, à ce moment-là, je vous demanderai de les garder à la fin. Si vraiment vous avez une question que vous ne voulez pas oublier ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller dans le bas de votre écran. Vous avez une icône qui s'appelle Chat. Puis si vous cliquez sur chat, vous allez pouvoir écrire la question puis l'envoyer. Puis moi, à la fin complètement là, de la présentation, je vais m'assurer de répondre à vos questions. Aussi, je vais vous demander de garder vos micros fermés. À date, tout le monde a leur micro fermé, c'est super. C'est tout simplement pour essayer d'éviter les bruits ambiants ou si vous parlez à quelqu'un à côté, ben, pour pas m'interrompre. Donc, s'il vous plaît, les garder fermés jusqu'à la fin, le rendu à la période de questions, vous allez pouvoir poser vos questions directement. La formation, elle est enregistrée présentement. L'objectif de ça, c'est vraiment de pouvoir rendre la formation disponible aux autres éleveurs qui n'auraient pas pu se joindre à nous. Donc, sachez que c'est ça, il va avoir la présentation va être disponible vers la fin juillet. Donc, si jamais il y a quelque chose dans la présentation, vous avez un appel important, il y a une urgence à la ferme, n'hésitez pas à quitter l'information que vous allez manquer, vous allez y avoir accès là, bientôt. Donc, on comprend ça, des fois, les urgences, ça peut arriver. Donc, sans plus attendre, je vais commencer, je vais partager ma présentation. Euh, je vais faire ça ici, je vais essayer de faire ça correctement. Je vais faire ça comme ça. Ensuite de ça, je vais faire partager, écran 2. Est-ce que... Ah, Manuel me fait un pouce en l'air, j'adore. Tu réponds déjà à mes questions. Parfait. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est une séance d'information sur les barrières physiques, donc la nouvelle exigence là, du PASAF. Aujourd'hui, on a une séance d'information, mais il va y avoir une répétition qui va se faire aussi le 24 juillet. Donc, si jamais il y a d'autres éleveurs que vous connaissez qui n'ont pas assisté, puis vous trouvez que c'est une super formation, vous pouvez les suggérer là, d'y assister le 24. Bon, parfait. Donc, aujourd'hui, le plan de la présentation, à quoi ça va ressembler? D'abord, on va parler du changement apporté. Donc, vous savez, ce ne sera pas un punch, vous savez qu'est-ce qui a changé. Donc, on parle de barrière physique qui va être obligatoire, mais je vais quand même vous l'expliquer. Ensuite de ça, on va expliquer la justification des changements. Donc, pourquoi est-ce que l'exigence a été modifiée? C'est à cause de quoi? Un petit peu pour vous donner la raison derrière. Ensuite, ça, une bonne partie de la présentation, ça va être sur l'exigence du PASAF en tant que tel. Donc, bon, je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer ce à quoi on s'attend, puis ce sur quoi on va vous auditer, nous, avec mon équipe, pour vraiment que ce soit clair pour savoir quoi faire. Ensuite de ça, on va parler de considérations. Les considérations, c'est pas des exigences, c'est vraiment plus des suggestions qu'on va vous donner, des choses qu'on veut à laquelle vous réfléchissiez
euh, avant de mettre en place vos barrières physiques. Ensuite de ça, la date de mise en œuvre. Donc, on va parler de barrières physiques, mais c'est quand la date limite, qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Puis, on va finir avec des exemples de barrières physiques. Donc, j'ai rassemblé différentes photos d'entrée, un petit peu pour vous donner de l'inspiration à qu'est-ce que vous pourriez faire dans vos barrières physiques. Puis, on va finir avec un petit là, à retenir, qu'est-ce que je veux que vous garder avec vous après la présentation. Donc, on commence avec le changement apporté. Donc, ce changement-là, ça a été approuvé par les administrateurs des producteurs de poulet du Canada. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est l'élimination de la ligne clairement identifiée pour séparer la zone d'accès contrôlée de la zone d'accès restreinte. Donc, je vais utiliser les termes ZAC pour parler de la zone d'accès contrôlée, donc qui équivaut à votre extérieur, si vous voulez, le dehors, ce qui est sale. Puis la zone d'accès restreinte, ZAR, c'est vraiment pour la zone à l'intérieur, donc la zone propre, le parquet du poulailler, etc. Donc, vous savez que présentement, la plupart d'entre vous, peut-être dans vos bâtiments, vous avez la ligne rouge ou une ligne clairement identifiée. Donc, ça, maintenant, ça va être éliminé. Vous n'aurez plus le droit d'avoir simplement cette chose-là. Par quoi est-ce que ça va être remplacé? Ben, c'est par des barrières physiques, vraiment pour séparer la ZAC de l'azar. Donc, j'ai mis des photos en bas. Donc, à gauche, avec le X rouge, c'est ce qui va être éliminé. Puis, à droite, avec le crochet vert, c'est vers quoi on s'en va, vers une barrière physique. Question du changement. Bon. La première raison de pourquoi on a parlé de changement puis qu'on parle maintenant de barrière physique aujourd'hui, c'est les répercussions de l'influenza aviaire hautement pathogène, donc le IAHP. La grippe aviaire, vous le savez, c'est pas la première fois que vous en entendez parler. Ça l'a évolué, puis c'est pas prêt de disparaître. Donc, on a eu notre premier cas au Québec en 2022, puis depuis, vous savez, il y a eu plusieurs cas sur le territoire. Donc, on sait au printemps ou à l'automne, on est toujours bien stressé, on fait des rappels de biosécurité. On sait que c'est quand même quelque chose qui est rentré sur le territoire maintenant, la grippe aviaire, puis il faut un petit peu le dealer avec ça, donc gérer ça. Et veut pas, la grippe aviaire, ça a un gros impact. Ça a un impact évidemment sur la santé de vos troupeaux. Donc, si vous êtes un éleveur qui a déjà été, que vos oiseaux ont déjà été contaminés par la grippe aviaire, on parle d'un dépeuplement là, du troupeau complet. Donc, c'est vraiment pas souhaitable d'un point de vue bien-être des animaux, puis d'un point de vue pour votre élevage. Mais il y a aussi des frais là, en termes d'indemnisation. Donc, l'Agence canadienne d'inspection des aliments estime à plus de 360 millions de dollars en indemnisation. Donc, les répercussions de la grippe aviaire, là, ça a vraiment un gros impact sur l'industrie, là, financièrement parlant également. Il n'y a pas de solution miracle pour prévenir les infections par le virus de la grippe aviaire. Croyez-moi, s'il y avait une solution miracle, je vous garantis que les EVQ, on serait prêt à payer bien, bien cher pour avoir la réponse. Malheureusement, il n'y a rien présentement qui peut dire que si vous faites ça, vous êtes garanti de jamais avoir la grippe aviaire, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire de plus. Donc, il y a vraiment eu un intérêt du secteur d'exiger de mettre en place des barrières physiques aux entrées des poulaillers, justement pour venir rehausser la biosécurité. Deuxième justification, c'est la recherche scientifique. Donc, là, je vous ai pas fait une revue littérature là, de la science, puis qu'est-ce que ça dit, parce que ce serait vraiment trop lourd puis compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment des failles de biosécurité à l'entrée des poulaillers. Il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites sur le terrain, il y a plusieurs analyses qui ont été vues, puis ce qui est vraiment ressorti, c'est la faiblesse au niveau des entrées. Donc, il y a des erreurs fréquentes qui sont observées, puis c'est vraiment dans le non-respect de la séparation entre les zones contaminées et propres. Donc, comme je vous dis, les zones contaminées propres, là, c'est la ZAC, l'azar, la zone extérieure, intérieure. Le non-respect de ces zones-là vient vraiment causer des problèmes. Puis ça, vous voyez, ça vient d'un article qui vient de 2011. C'est, c'est pas nouveau qu'il y a des problèmes au niveau des entrées des poulaillers. Ça fait vraiment longtemps qu'il y a des études puis des recherches qui sont faites à ce niveau-là. Donc, ça nous amène aujourd'hui, en 2026, à faire quelque chose par rapport à ça. Il y a aussi la recherche scientifique, c'est ça, démontre des avantages d'aménager des barrières physiques là, aux entrées. Finalement, les rapports épidémiologiques. Épidémiologie, là, c'est un grand mot, en fait, qui veut juste dire c'est l'étude de l'état de santé d'une population, puis des facteurs qui peuvent venir influencer. Fait que dans le fond, on va regarder là, différents projets de recherche sur différentes maladies, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui peut causer la maladie dans les élevages. Il y a vraiment un risque élevé de contamination croisée aux entrées des poulaillers en raison de leur conception et de leur utilisation. Donc,
deux aspects. La façon que les entrées sont conçues, mais la façon qu'on va utiliser ces entrées-là, ça va vraiment venir créer, il y a vraiment une problématique qui a été observée. Le risque d'introduction du virus de la grippe aviaire par l'accès, donc par l'entrée des bâtiments, est très, très élevé. Dans le bas à droite, d'ailleurs, peut-être je pourrais avoir mon petit pointeur rouge ici. Donc, en bas ici, il y a une matrice que je vous ai mis en bas à droite. Sur le côté, on parle de la fréquence estimée. Donc, vous voyez, il y a différentes lignes. La première ligne en haut, là, c'est très élevé. Donc, quand on regarde l'accès des fermes et des bâtiments, là, je l'ai encerclé en rouge, là, c'est complètement haut. Le fait d'entrer et de sortir dans vos poulaillers, c'est quelque chose que vous faites à chaque jour, au minimum 2 fois par jour. Fait que vous entrez, vous sortez, puis après ça, vous re-rentrez, vous ressortez le soir pour faire votre inspection. Fait que ça, c'est vous, c'est vos employés, c'est les visiteurs, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. En termes de probabilité d'introduction du virus, il y a aussi une recherche qui a été faite, puis on voit, si on voit à droite complètement, on voit que c'est très élevé. Donc, non seulement rentrer dans les bâtiments, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment, ce qu'on a vu aux fermes qui ont été contaminées par la grippe aviaire, c'est qu'il y avait vraiment une problématique au niveau des entrées. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Les entrées étaient pas bien conçues ou utilisées. Donc, on vient vraiment retrouver l'accès des fermes là, en haut, complètement à droite de la matrice. Donc, on voit que le risque de contamination est très, très, très élevé. C'est de là que ça vient, la nouvelle exigence. C'est vraiment à cause de ça. Donc, si on fait un résumé, donc, on regarde les rapports épidémiologiques, les recherches, les répercussions de la grippe aviaire. La grande conclusion, c'est que la ligne clairement identifiée, ça suffit plus. C'est pas suffisant. En fait, c'est même peut-être une illusion de biosécurité. Ça sert pas à grand-chose concrètement. Les probabilités de respecter les zones que je vous explique, la ZAC et l'AZAR, c'est 5 à 9 fois plus élevé lorsque la barrière physique est aménagée au lieu d'une simple démarcation. Fait que le fait d'avoir quelque chose qui est là physique force les humains ou les gens à appliquer les bonnes pratiques de biosécurité entre les zones. Donc, c'est vraiment de là que ça vient, là, la nouvelle exigence là, du passage. Donc, rentrons dans les exigences un petit peu plus en détail, pardon. Donc, il y a 3 objectifs des barrières physiques. La première, on veut que la barrière, ce soit un rappel visuel d'appliquer les mesures de biosécurité. OK? Donc, on veut que quand on rentre, qu'on voit la barrière physique, ben, ça nous fasse un rappel de dire, ah oui, j'ai quelque chose à faire, OK, je change de zone, j'ai des mesures à appliquer, les bottes ou le lavage des mains, les choses comme ça. C'est vraiment le but d'un rappel. Ensuite de ça, on a un rappel de changer les chaussures entre la ZAC et l'AZAR. Donc, on voit la barrière, on comprend qu'on change de zone, puis qu'on a des mesures à appliquer. Et c'est d'empêcher la matière organique de traverser d'une zone à l'autre. Quand je parle de matière organique, c'est un mot qui va revenir souvent là, c'est tout ce qui va être poussière, litière, fiente, plume, toutes les matières organiques qui viennent des végétaux ou des animaux qui peuvent transporter des contaminants. Donc, on veut vraiment empêcher les contaminants de passer d'une zone à l'autre. Donc, on veut rien qui rentre dans vos poulaillers, mais on veut rien qui ressorte de vos poulaillers vers l'extérieur, qui pourrait après ça aller contaminer les voisins ou les choses comme ça. Ces objectifs-là, ces 3 objectifs-là, je vais en parler souvent durant ma présentation. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que les barrières physiques doivent répondre à ces 3 critères-là. Donc, on a dit que la ligne clairement identifiée était plus adéquate. Maintenant, on parle de barrières physiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça, on regarde les types de barrières qui sont acceptables. Ça peut être un banc. Donc, vous avez des bancs comme sur la photo en bas à gauche, donc un banc vraiment qu'on peut s'asseoir pour faire le changement de botte, donc entre les zones. Mais ça peut aussi être un seuil ou une bordure, comme j'appelle, à enjamber, donc quelque chose qu'on va venir traverser, qu'on va venir soulever la jambe pour traverser. Ou ça peut aussi être utilisé en combinaison avec un seuil de porte. Je vais vous donner des exemples pour chacun de ces types de barrières physiques-là. Comprenez par contre que vous avez quand même une certaine liberté ou un choix à faire par rapport à ce que vous allez utiliser dans vos poulaillers. Ce qui est inacceptable maintenant, c'est la ligne peinte au sol, le ruban adhésif qui est mis au sol ou une corde. Donc ça ne convient pas pour comme barrière physique dans les poulaillers.
J'ai essayé de trouver, je me suis un peu cassé la tête à essayer de trouver une façon facile pour vous de retenir les exigences du PASSAF pour ce qui est des barrières physiques. Donc, première chose que je veux vous parler à droite ici sur l'image, c'est l'addenda qui a été publié par les PPC. Donc, vous savez que le programme de salubrité à la ferme, vous avez un manuel avec toutes les exigences que vous devez respecter. Ben, cet addenda-là, c'est comme un annexe ou quelque chose qu'on vient rajouter pour dire, ben, maintenant, c'est ça qu'il faut suivre. Donc, c'est du texte, ça dure 2 pages, ça a été partagé dans le Nouvelle. Vous pouvez aller le lire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ma présentation fait un résumé de ça. OK? Puis, j'essaie, comme je vous dis, de trouver une façon simple puis accrocheuse de se souvenir des thématiques. Ce que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, c'est souvenez-vous du thème. Theme. OK? Donc, quand que je parle du thème pour les valeurs physiques, je parle de 5 choses. On va revoir chacun des 5 éléments-là un à la fois. Mais si je vous les présente tout de suite, on parle d'une barrière physique qui va toucher le sol, une barrière physique qui va avoir une hauteur appropriée, une barrière dont on va avoir de l'espace de chaque côté. Ensuite de ça, on veut une barrière qui est mur à mur et une barrière qui va être efficacement utilisée ou qui va être efficace. Donc, regardons chacun de ces éléments-là. Première, donc T pour terme, donc toucher le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait une barrière physique qui va descendre jusqu'au sol. Donc, le but vraiment, c'est que la barrière touche le plancher de votre rentrée de poulailler. C'est pas nécessaire d'assurer l'étanchéité entre la barrière et le sol. Autrement dit, c'est qu'on n'a pas besoin de venir mettre un scellant entre le banc et le sol pour vraiment venir sceller. Si la barrière touche au sol, ça va venir vraiment répondre aux exigences, donc la matière organique ne pourra pas passer des 2 côtés. C'est vraiment ça l'idée derrière. On veut aussi que la barrière touche au sol pour éviter que les souliers des 2 ondes rentrent en contact. Donc, vous avez vos souliers de dehors que quand vous traversez votre barrière physique, vous changez de bottes. Vous le faites déjà en ce moment avec vos lignes rouges au sol, mais ce qu'on veut éviter, là, c'est que vos paires de bottes se touchent si on l'accroche, si on va pousser là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on veut que ce soit vraiment fermé. Et évidemment, on veut empêcher que la poussière, les plumes, la litière passent d'une zone à l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est touché au sol. Euh, je vous dirais de faire attention, peut-être, certains d'entre vous, peut-être vous faites affaire avec vous avez des bâtiments qui sont relativement vieux ou usés. Ça se peut que votre sol ait un petit peu travaillé avec les années, là, puis qu'il soit pas tout à fait droit. Les crevasses dans le sol, ça va venir empêcher la barrière physique de toucher, puis ça peut venir créer un trou où la poussière, les plumes ou la matière organique va venir passer d'un côté à l'autre. Donc, il faut vraiment s'assurer, parce que nous, on va regarder ça en ferme. On va regarder votre barrière physique. Est-ce que ça touche le sol comme il faut? S'il y a des trous qui fait que la matière organique passe des 2 côtés, ben, ça ne répond pas aux exigences. Donc, j'ai mis des photos un petit peu pour vous montrer qu'est-ce qui est acceptable ou pas, puis pour vous inspirer un petit peu. Donc, si on regarde la première photo à gauche ici, donc vous voyez, ça, c'est pas un banc, c'est une bordure, comme que je dirais, ou un seuil à enjamber. Donc, on voit vraiment que les planches touchent au sol. Les planches, là, il faudrait que je fasse un zoom, puis je n'étais pas là en vrai, donc je ne peux pas vous dire, mais j'ai pas l'impression que les planches sont nécessairement scellées au sol. Les 2 planches de bois ensemble sont bien collées ensemble, tu sais, sont probablement clouées ou collées ou je ne sais pas trop. Puis même chose avec le mur. Par contre, il n'y a pas nécessairement de scellant qui est mis en dessous. Donc ça, c'est approprié parce que ça touche bien le sol. Deuxième exemple, au milieu en haut, on a un banc. Donc, ça a été le choix de l'éleveur. Lui, je pense qu'il est vraiment venu sceller. Vous avez le droit. Vous pouvez faire si vous voulez vraiment vous assurer qu'il n'y a rien, qu'il ne bouge pas, qu'il y a quoi que ce soit. Donc, ça aussi, c'est quelque chose là, qui est acceptable. L'image de droite ici n'est pas acceptable. Parce que vous voyez que la barrière, qui est un banc, c'est l'éleveur a choisi de mettre un banc, elle ne touche pas au sol. Fait que les chaussures qui sont ici, les bottes noires de l'extérieur, pourraient venir éventuellement tomber ou on pourrait les pousser par inadvertance en les enlevant du côté de propre, donc du côté de Lazare. Fait que ça viendrait poser une problématique. Même chose aussi, la matière organique qui se retrouve de ce côté-là pourrait venir se retrouver de l'autre côté du banc parce que c'est ouvert en dessous.
Le banc, je le trouve vraiment beau. J'aime vraiment, vraiment cette photo-là. Je trouve qu'il est super bien fait. Ça répond aux autres exigences qu'on va voir plus tard. Il y a de l'espace de chaque côté pour que l'éleveur puisse enlever son manteau d'hiver et tout, puis mettre ses bottes de l'autre côté. La seule chose qui manquerait à ce banc-là, c'est vraiment quelque chose qui viendrait faire que ça touche au sol complètement. Donc, très, 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 très bon début. L'éleveur a quasiment rien à faire. Il faut juste qu'il complète cette partie-là pour que ce soit accepté. J'ai deux autres images ici, donc ces bancs-là ne respectent pas plusieurs exigences, mais si on regarde, clairement, ils ne touchent pas au sol. Donc, un petit peu le même principe que la photo ici, les bottes peuvent se déplacer, la matière organique aussi. On passe à le deuxième élément de l'exigence, donc H pour hauteur appropriée. Quand j'ai commencé à parler de barrière physique, les éleveurs me posaient des questions, c'est quoi la hauteur de la barrière? C'est quelle hauteur? Je veux savoir c'est quelle hauteur, je vais commencer à planifier mes choses. Ben, il n'y a pas de hauteur minimale qui est exigée. OK? Il y a pas, ça ne dit pas qu'il faut un minimum de 12 pouces ou 18 pouces. Il n'y a rien de là, c'est voulu. Les producteurs de poulets du Canada ont fait ça de façon consciente pour laisser une certaine liberté aux éleveurs de choisir qu'est-ce qu'ils voulaient. Ce qu'il faut se rappeler pour décider si la hauteur est adéquate ou pas, il y a trois éléments. Première chose, ça doit être un bon rappel visuel d'appliquer des mesures de biosécurité. Donc, si vous avez une mesure, une barrière physique qui est très, très, très petite, 1 centimètre, c'est pas un bon rappel visuel. Tu sais, on verra pas la barrière en rentrant, on comprendra pas qu'on change de zone. Même principe, une barrière qui est très, très courte, elle peut pas être enjambée. Donc, être enjambée, c'est le deuxième élément qu'il faut se garder en tête pour penser à la hauteur. Donc, il faut vraiment qu'on se garde de soulever notre pied un petit peu, pas nécessairement très haut, mais faut qu'on l'enjambe. Il faut qu'il y ait un mouvement qui est fait pour passer de l'autre côté. Et troisième chose, je vous dis, c'est toujours la même chose, pas de matière organique qui passe d'une zone à l'autre. OK? Fait il y a une réflexion qui va devoir être faite du côté des éleveurs, à savoir euh, quelle hauteur serait nécessaire en fonction de mes entrées à moi. Il faut garder en tête que, par exemple, si on ouvre la porte du poulailler extérieur, ça se peut qu'il y ait un coup de vent. Ça se peut qu'il y ait du vent qui fasse un petit peu déplacer de la poussière ou la matière organique qui se trouve sur le plancher. Il faut qu'on s'assure que la hauteur de la barrière physique qui est décidée, qui est choisie, va venir prévenir la matière organique de changer de côté. Donc, moi, j'ai vu des images d'une barrière physique qui était très petite, très basse, puis qui était proche de la porte, puis que quand l'éleveur ouvrait la porte pour rentrer dans son bâtiment, ben c'est bien plate, la matière organique allait de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, en audit, on vous dirait, ça fonctionne pas, la hauteur est pas assez haute. Donc, je vous dirais que vous perdez pas à faire quelque chose qui est un peu plus haut que trop bas. Il y a plusieurs avantages à avoir une haute barrière physique. Bon rappel visuel, on l'enjambe, prévient la matière organique de passer d'un côté à l'autre et tout. La hauteur appropriée pour un bâtiment n'est pas nécessairement pour un autre. Donc, vous ne pouvez pas nécessairement vous dire, ah, oh, mon voisin, il a eu son audit la semaine dernière. Ses barrières physiques étaient correctes. Je vais aller voir comment il a fait ça, puis je vais faire la même chose dans mes bâtiments. Ça se peut que dans vos bâtiments, la barrière physique de votre voisin ne fonctionne pas. Encore une fois, pour des exemples que j'ai donnés, comme ouvrir la porte ou l'espace que vous allez disposer. Donc, d'autres exemples ici. Donc, si on regarde en haut à gauche, c'est un mélange entre un banc puis un seuil à enjamber. Donc, ici, le banc, la hauteur est vraiment très haute, bien appropriée. Ici, l'éleveur l'a fait un peu plus bas. Peut-être qu'il y avait une raison derrière, mais au bout de la ligne, on voit que la hauteur est quand même bonne. La hauteur est bien. Le banc est quand même loin de la porte d'entrée. Donc, même si on ouvrait la porte, je veux dire, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse tournade pour mettre de la matière organique de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose qui, en termes de hauteur, fait du sens. Ici, la barrière physique, c'est la bordure. Donc, c'est vraiment le bout de bois qui va jusqu'en arrière ici, qu'on voit un petit peu moins. Donc, la barrière, même principe. Moi, si j'étais en Audi à cet endroit-là, je regarderais la façon que l'éleveur ou la porte utilise sa barrière, puis j'irais voir si la hauteur est appropriée. Moi, si je regarde, puis que il n'y a pas de, je donne un exemple, si je retrouverais des plumes de ce côté-ci, ben là, j'aurais peut-être un doute sur la façon que c'est utilisé, mais sinon, il y a pas de problème au niveau des plumes, de la matière organique, d'un bord ou de l'autre, on voit que la barrière est enjambée et suffisamment grosse pour qu'on puisse l'observer. C'est bien éclairé aussi, on voit bien. À ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Un autre exemple, même principe, un petit peu une bordure. Donc, on voit ici la bordure est rouge. Elle a été mise de couleur vraiment pour attirer l'œil. Ça fait le tour. Donc, ça aussi, c'est très bien. Évidemment, comme non adéquat, j'ai mis le ruban adhésif. On sait que ça, c'est plus permis, donc c'est ça.
Je continue avec le troisième élément. On parle d'avoir de l'espace de chaque côté de la barrière. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir suffisamment d'espace du côté de la ZAC et de l'Azar pour retirer les vêtements extérieurs. Donc, quand vous arrivez, il ne faut pas que vous soyez pris dans votre barrière, il faut que vous ayez un peu de place, enlevez votre manteau, enlevez votre casquette, bon, enlevez vos bottes de dehors pour après ça, de l'autre côté de la barrière, avoir également suffisamment d'espace pour enfiler les vêtements de travail, donc dans vos poulaillers. Ça peut être des bottes, ça peut être des survêtements, etc. Ce que je veux, ce à quoi je veux vous faire réfléchir aujourd'hui, c'est peut-être qu'au quotidien, vous n'avez pas besoin d'énormément d'espace, dans le sens que présentement, selon les programmes et les exigences, vous avez seulement besoin de changer de souliers. On ne vous exige pas de changer de survêtement. Par contre, moi, j'ai des éleveurs qui était dans un rang, puis l'éleveur, l'autre bord du rang, avait la grippe aviaire. Puis là, l'éleveur, il dit, moi, pour protéger mon élevage, non seulement je vais changer de botte, mais je vais mettre un filet, puis je vais mettre une combinaison, donc un survêtement par-dessus mes vêtements, vraiment pour bien protéger mon élevage. Donc, ce genre de choses-là, des fois, mettre des bottes, c'est une chose, mais enfiler un survêtement, vous avez peut-être aussi des employés avec qui ont besoin d'un peu plus d'espace là, pour s'habiller. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut songer. Donc, l'endroit où vous allez mettre votre barrière physique, pensez pas juste à l'espace que vous avez besoin au quotidien, mais l'espace que vous pourriez avoir besoin dans des moments où vraiment on est plus en cas d'urgence puis qu'il faudrait enfiler plus d'équipements de protection individuelle. Je n'ai pas une sorte de photo pour ça, là, c'est un concept d'espace, donc vous savez quel espace vous avez besoin de chacun des côtés de la barrière. Ensuite de ça, si on passe à la quatrième, donc M, mur à mur. Donc, c'est simple, on veut que la barrière physique touche les deux murs. Donc, on veut vraiment que ça touche les deux murs pour faire quelque chose qui est complet et continu. Le but de ça derrière, c'est de pas contourner. Donc, les photos que j'avais mis, que je vais remettre là, dans quelques secondes, on avait des fois des bancs, mais si le banc, on peut le contourner à droite à gauche, si le banc a beau être très beau et tout, ça va être trop facile de le contourner. Puis la matière organique pourrait même passer de ce côté-là là, des deux zones. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment quelque chose là, qui touche deux murs. La barrière peut être droite ou angulaire. Donc, en fonction, je vais vous montrer une photo aussi, mais en fonction des entrées et de l'espace que vous avez, ça n'a pas besoin d'être deux lignes droites d'un mur à l'autre ou ça n'a pas besoin de traverser le mur là jusqu'au mur là-bas. Tu sais, vous pouvez faire quelque chose qui est plus petit ou un peu plus avec des angles vraiment pour venir épouser l'entrée de vos poulaillers. La définition de mur est flexible, donc c'est pas nécessairement les murs de votre poulailler, tu sais, ça peut être un comptoir, ça peut être un muret, mais quelque chose qu'on peut pas nécessairement là, venir contourner. Donc, voici des exemples. Euh, En haut à gauche, j'aime beaucoup l'exemple du producteur. Donc, l'éleveur n'a pas énormément d'espace dans son entrée. Ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il voulait être capable d'ouvrir sa porte complètement. Donc, quand je dis complètement, c'est ouvrir sa porte à 90 degrés. Ce qui fait que lui, son banc, il a commencé au bout ici. Par contre, quand il continue son banc, il se rendait dans ses escaliers. Mais il ne pouvait pas venir fermer son banc ici parce qu'il allait finir dans sa porte. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a continué, il a fait un angle, il a donné un petit croche à son banc. Puis après ça, il est allé finir pour aller rejoindre le deuxième mur qui est ici. Donc, on voit vraiment une barrière physique, donc un banc dans ce cas-ci qui va d'un mur à l'autre et, encore une fois, qui touche jusqu'au sol. Si je regarde ma photo en haut au milieu, donc c'est pour ça que je dis que le principe de mur, des fois, peut être différent. Donc, on a notre mur ici de béton, donc où commence notre banc. Puis la barrière physique va venir se finir en dessous de l'évier ou en dessous du comptoir. Puis le comptoir, il est fermé complètement au bout. Donc, il n'y a pas moyen de venir contourner. Puis le fait qu'il soit fermé vraiment au bout, en bas, puis que c'est d'un mur à l'autre, ben, il n'y a pas de matière organique qui peut venir passer. Ici, un autre exemple très bon. Donc, c'est la même photo de tantôt que j'ai un petit peu dézoomé. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, il y a un muret. Donc, le muret, vous voyez que c'est pas le mur techniquement du poulailler, mais le but, c'est pas de contourner. Fait que je veux dire, je voudrais contourner mon banc, il n'y a pas moyen. Le seul moyen pour passer de l'autre côté, c'est vraiment d'y aller via mon banc ou via mon seuil. Donc, à ce moment-là, ça ici peut être considéré comme un mur, ou même si c'est ce que j'appellerais un muret. Les deux photos en bas, vous savez, ils ne fonctionnent pas parce que c'est ouvert sur le côté et que ça ne va pas d'un mur à l'autre, donc on peut facilement contourner. Finalement, le dernier élément qui pour moi est sans doute le plus important, OK? C'est la barrière physique doit être utilisée de façon efficace.
L'objectif de la barrière, je les ai remis ici, OK? On veut un rappel visuel d'appliquer les mesures de biosécurité. On veut un rappel de changer les chaussures de la ZAC à Lazare, puis empêcher la matière organique de traverser d'une zone à l'autre. Vous avez des décisions à prendre. Il y a une certaine liberté pour vos barrières physiques à l'entrée, mais au bout de la ligne, ce qui est important, c'est que le choix que vous allez faire doit doit venir rehausser les mesures de biosécurité, doit répondre aux exigences et doit être utilisé de façon adéquate. Euh, c'est ce qu'on va regarder, nous autres, durant les audits. Fait qu'on va venir voir votre barrière physique, puis on va dire, OK, génial, c'est d'un mur à l'autre, ça touche au sol, OK, parfait. Mais là, on va regarder. Est-ce que la matière organique peut passer d'un côté à l'autre? Si oui, ben peut-être que la hauteur de votre barrière physique n'est pas suffisante. On va regarder aussi comment vous faites votre changement de botte. Peut-être que votre barrière, elle est excellente. Peut-être que vous avez un banc d'un mur à l'autre, c'est super, mais qu'on se rend compte que vous enlevez vos souliers d'extérieur, puis qu'après ça, vos bas, vos chaussettes vont toucher le côté sale, donc la ZAC. Ensuite de ça, on va se rendre compte que vous allez vous asseoir sur votre banc, vous allez vous tourner les pieds de côté, puis que vos chaussettes vont toucher de l'autre côté. Là, à ce moment-là, vous venez de contaminer votre zone. Donc, vous avez beau avoir le meilleur banc au monde, si vous n'êtes pas capable d'utiliser votre banc de façon appropriée ou si vos employés ne sont pas formés pour utiliser le banc de façon appropriée, ben à ce moment-là, nous, on va émettre une demande d'action corrective. OK? C'est vraiment important de l'utiliser de façon appropriée. Puis je le redis, une barrière efficace dans un bâtiment ne va pas nécessairement l'être pour l'autre. Donc, il y a vraiment quelque chose à réfléchir en fonction de qu'est-ce que je veux avoir, puis comment est-ce que je peux l'utiliser efficacement, puis comment est-ce que je peux m'assurer que mes employés ou mes visiteurs l'utilisent efficacement également. Les seuils de porte. Donc, je vous ai parlé de type de barrière tantôt. Tu sais, je dis les bancs, les seuils de porte, les bancs, les bordures et les seuils de porte. Donc, c'est selon le programme à la ferme, les seuils de porte peuvent être utilisés comme barrière physique. OK? Donc, j'ai mis une image à droite ici. Donc, vous voyez les oiseaux. Donc, ça ici, c'est notre parquet. Puis, on a notre seuil de porte. Donc, notre cadre de porte qui est ici. Puis, l'éleveur a décidé de mettre probablement une plaque de bois ou quelque chose comme ça pour justement diviser ces deux zones. Donc, ici, sa zone, c'est sa zone ZAC, donc extérieure. Puis, quand il va dans le parquet, c'est sa zone. C'est possible d'être utilisé. Il faut que les seuils de porte, par contre, soient un bon rappel visuel. Encore une fois, même principe. Assez haut, clair, ça peut être de couleur. Il doit être enjambé. Donc, même principe, on ne veut pas quelque chose qui est trop bas. Et ça doit prévenir la matière organique de passer d'un côté à l'autre. Donc, ici, là, quelque chose à faire très, très, très attention si vous utilisez le seuil de porte de votre porte de parquet. On ne veut pas que la litière passe en dessous de la barrière physique. Donc, il faut vraiment s'assurer que ça touche au sol et qu'il n'y a rien qui va venir pousser, en fait, la litière en dessous. L'autre chose que je veux vous faire réfléchir, c'est que techniquement, si ça, c'est votre ZAR, donc le parquet, vos bottes pour la ZAR, donc vos bottes de travail, doivent être facilement accessibles. Il ne faut pas que si vous utilisiez un seuil de porte, vous jongliez avec là, vos souliers de ville, puis après ça, vos souliers propres, puis que là, il y en a le soulier qui tombe de l'autre côté. Il ne faut pas non plus que vous laissiez sur le parquet, puis qu'après ça, vos oiseaux ont emmené vos bottes à l'autre bout, puis là, vous êtes comme pris, puis là, vous n'avez pas vos bottes. Il faut penser à un endroit pour vraiment venir disposer des bottes de laser. Ici, je vous ai fait un graphique. J'ai pas grand talent de dessin, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Ce que je vais vous montrer ici, là, c'est comme le principe que ça ici, ça serait le seuil de porte. Donc, c'est comme si vous le regardiez là, de côté. Il faut qu'il y ait une différence de niveau entre votre ZAC et votre ZAR ou vraiment que le seuil de porte vienne créer un obstacle entre les deux. Donc ici, ma ZAC et la ZAR, c'est le même niveau, mais je viens créer un obstacle. C'est un petit peu la même chose que ce qu'on voit sur l'image ici. Ça ici là, vient créer un obstacle entre les deux zones. Donc à ce moment-là, la poussière, la litière, les plumes qui sont ici, ils ne vont pas venir monter pour aller de l'autre côté. Même principe, la poussière qu'on va avoir dans la zone sale ne pourra pas venir monter par-dessus le seuil de porte pour aller de l'autre côté. Je vais vous montrer maintenant un seuil de porte qui n'est pas correct. Les PPC nous ont clairement dit que les seuils métalliques standards ne sont pas conformes. Donc, un seuil métallique standard pour eux, c'est la photo qu'ils nous avaient proposée, c'est ça ici. Donc là, on sait
Ici, dans l'exemple qu'on leur avait envoyé, c'était pas, on s'entend que l'élevage, les poussins, ils sont pas là, mais c'est juste pour montrer, ça ressemblait à quoi un seuil métallique. Quelque chose qui ressemblerait à ça, c'est pas un seuil de porte adéquat. Il faudrait vraiment venir ajouter quelque chose pour vraiment faire la différence. Ici, ceux au même niveau que le sol de la ZAC et Lazare, là, je vous ai fait des exemples qui fonctionneraient pas. Donc, on est dans la ZAC, extérieure, dans votre entrée de poulailler, il y a peut-être de la saleté ou tout parce que vous êtes rentré directement dehors vers votre entrée. Puis là, vous avez un seuil de porte. On s'entend que la poussière qui est ici va difficilement rentrer dans votre parquet. Par contre, l'inverse n'est pas impossible et même probable, je dirais. Donc, peut-être que la litière dans votre ZAR ou quoi que ce soit pourrait facilement venir tomber dans la ZAC. Donc, ça, on essaye d'éviter ça. Ici, c'est le même principe, mais comme inversé. Si vous avez une ZAC, des fois, j'en ai vu là, des producteurs que leur porte de poulailler est ici. Ils font juste ouvrir leur porte, puis ils descendent une petite marche. Fait qu'on voit, on comprend à ce moment-là qu'il y a un danger de la poussière de la ZAC de l'extérieur pourrait rentrer dans le parquet. Donc, les seuils de porte, c'est une possibilité. Il faut vraiment bien y réfléchir, il faut que ça soit fait adéquatement, il faut vraiment regarder est-ce qu'il y a moyen de la poussière, la litière de passer d'une zone à l'autre. Si oui, ben à ce moment-là, le seuil de porte n'est pas quelque chose d'approprié ou il faut repenser notre seuil de porte. Donc, un peu comme que je dis, ça doit répondre aux exigences de biosécurité si vous utilisez un seuil de porte. Ça doit de permettre un changement de botte efficace. Donc, comme je vous dis, le but, c'est pas de jongler avec vos bottes puis que là, il y en a qui vous échappent puis que vous faites des erreurs. Et on veut entreposer les bottes de la ZAC de manière appropriée. Il est interdit de porter les souliers de l'extérieur dans le parquet. Donc, dans le parquet, la zone d'élevage. La photo que j'ai mise à droite, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a comme deux barrières. Il y en a une qui est en rouge ici, puis il y a une autre qui est en grise. La barrière qui est adéquate, c'est celle qui est en rouge. Donc, l'éleveur, lui, pour une raison quelconque, il voulait pas faire une barrière physique dans son entrée. Il a décidé vraiment de la mettre à la porte du parquet. Donc, où est-ce que le caméraman est? Là, il serait comme avec les oiseaux. Donc, l'éleveur arrive ici, enlève ses bottes d'extérieur, puis en traversant la barrière rouge, va mettre ses bottes de parquet. Donc, les bottes de parquet qui sont dans la zone d'élevage sont correctes parce qu'ils ne sont pas allés à l'extérieur. Ils vont toujours rester à cet endroit-là. Puis l'éleveur, lui, il a décidé de se faire une petite zone dans son parquet là, de transition, si on peut dire, pour que ses bottes soient facilement accessibles, que les oiseaux ne jouent pas avec ou quoi que ce soit. Fait que ça serait adéquat. Quelque chose pardon, qui serait inadéquat, ça serait s'il n'y avait pas le seuil rouge. Donc, prenons pour acquis que la barrière physique serait faite dans la zone d'élevage. Ça, ce ne serait pas approprié parce que ça voudrait dire que les bottes de l'extérieur rentreraient à l'intérieur du parquet. Même s'il n'y a pas d'oiseaux ici, là, les PPC n'acceptent pas ça. Il ne faut vraiment pas que ça soit dans la zone d'élevage. Donc, vraiment, c'est la barrière rouge qui est convenable dans cette situation-ci. 11 exigences connexes par rapport à ça. Les chaussures de laser, donc les chaussures vraiment qui vont aller dans le parquet d'élevage avec les oiseaux, doivent recouvrir entièrement le pied et le talon pour minimiser les risques de contamination. Donc, je vous ai mis en haut à droite des crocs. Je ne sais pas s'il y en a qui sont fervents de ces chaussures-là. Très confortable, aéré, l'été, c'est génial. Par contre, on voit qu'il y a des trous. Il y a des trous, ça ne couvre pas le pied, ça ne couvre pas le talon, donc c'est interdit de mettre ça dans le parquet avec les oiseaux. Donc, crocs, ça peut être des sandales, ça peut être des gougounes, bref, toutes sortes de chaussures qui viennent pas vraiment bien recouvrir le pied. L'autre chose que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était les bains de pied. Les bains de pied, c'est pas quelque chose qui est recommandé par les PPC ou les experts en termes de biosécurité. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bain de pied va jamais, jamais remplacer le changement de bottes. Peu importe le nombre de bains de pied que vous avez chez vous, vous allez toujours devoir changer vos bottes quand vous allez traverser votre barrière physique, donc rentrer dans l'autre zone. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un bain de pied avant d'accéder à votre bâtiment, puis après ça, changer vos bottes en changeant de zone. Donc, vous voyez ici sur l'image, en bas à droite, on a un bain de pied. Donc, l'éleveur pourrait mettre ses pieds dedans. Vous savez qu'il y a des exigences en termes de temps de contact, entretien du bain de pied, il va pas avoir, il faut brosser les chaussures aussi et tout. Mais l'éleveur pourrait décider de tremper ses pieds, venir ici, la bordure, on la voit là, elle est en bas ici comme ça. Puis
laisser ses bottes d'extérieur ici qui ont trempé dans le bain de pied et changer ses chaussures de l'autre côté. Ça, ce serait adéquat. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça prend absolument un changement de bottes. OK? Il y a du financement qui est disponible pour les barrières physiques. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un programme d'investissement à la ferme pour la volaille et les œufs. Donc, on appelle ça le PIVO. Donc, c'est par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, eux, ils ont un programme pour soutenir les éleveurs avec certains changements, certaines constructions, modifications. Puis, ce programme-là va venir soutenir les investissements dans la biosécurité. Donc, comment ça fonctionne? C'est que si vous faites des changements, il y a des frais reliés à ça. Vous pouvez soumettre là, les coûts, puis, dans le fond, Agriculture Agroalimentaire Canada vont rembourser 70% des frais, puis vous êtes responsable de 30% au niveau, vous, en tant qu'éleveur. Si vous avez déjà utilisé, chaque éleveur a droit à une certaine somme. Si je me trompe je pense que c'est quelques centaines de milliers de dollars, c'est quand même pas mal, mais si vous avez déjà utilisé ce à quoi vous avez droit, présentement, vous ne pourrez pas appliquer pour ça. Si par contre, vous n'avez pas encore appliqué ou c'est quelque chose qui vous intéresse, nous, on a quelqu'un dans notre équipe terrain qui s'appelle Louise, que vous connaissez sans doute. Vous pourrez contacter Louise ou nous directement pour vous inscrire à ce programme-là pour vous aider peut-être avec les dépenses que vous allez faire avec les barrières physiques. Donc, c'est quelqu'un qui a des petites entrées ou qui est un petit peu pris, qui va devoir investir un peu plus dans ses entrées, mais c'est une belle façon là, de se faire financer une bonne partie. Donc, je tombe dans ma section considération. Je vous rappelle que les considérations, c'est pas des exigences. C'est vraiment des suggestions, c'est des choses à laquelle on veut que vous réfléchissiez, mais je voulais quand même les partager parce que c'était quelque chose qui est quand même important. Première chose, c'est vraiment des suggestions pour prévenir les risques. La barrière doit être clairement visible, OK? Une barrière qui n'est pas clairement visible, ça pourrait venir entraîner des risques de s'enfarger, de trébucher, etc. Donc, on veut quelque chose qui est... vous pourriez mettre un avertissement visuel sur votre barrière. Donc, ça peut être du ruban, ça peut être de la peinture à haute visibilité. Donc, je vous ai montré différentes photos il y a quelques minutes. Il y en a qui mettaient leur barrière rouge. Moi, je trouve que c'est une super idée, un peu le même principe que la ligne rouge que vous mettiez par terre. Vous pourriez peinturer votre barrière, comme ça serait vraiment très visible. Une entrée bien éclairée aussi. Donc, quand vous rentrez dans votre entrée, si c'est sombre et qu'on ne voit pas la barrière physique, on risque de s'enferger. Donc, vraiment avoir quelque chose qui éclaire la barrière à l'entrée, ça peut être une bonne suggestion. Vous pouvez même mettre une affiche à l'extérieur pour avertir des visiteurs de la présence de barrières. Donc, si vous avez une petite entrée, vous rentrez, vous ouvrez la porte, puis la barrière est déjà là, mais vous pourriez mettre une affiche, attention, barrière physique au sol à l'entrée ou quelque chose comme ça pour justement prévenir les risques. Donc, gérer les risques de trébuchement, je vais donner quelques exemples. Le banc est préférable pour les risques. Donc, avoir une bordure au sol, veut pas, il y a un risque qui est absent avec le banc. Quand on a un banc qui est grand, qui est bien élevé, je veux dire, on le voit facilement, on peut moins trébucher, on peut peut-être s'accoter dedans, mais on va pas nécessairement tomber, donc c'est ce qui est préférable. Il n'y a pas de hauteur minimum, hein. Vous vous souvenez, on parle d'une hauteur appropriée, mais il n'y a rien de minimum. Mais ce qui est suggéré, c'est d'avoir quelque chose de minimum de 12 à 18 pouces. Donc, 12 à 18 pouces, là, ça peut, pour vous donner un exemple, tu sais, une feuille là, 8,5 par 11. Donc, une feuille normale d'imprimante, là, c'est 11 pouces. Donc, un petit peu plus, 12 à 18, ça pourrait être une bonne idée. Au niveau de l'évacuation, vous pourriez avoir une barrière facilement déplaçable. Donc, s'il y aurait besoin d'évacuation ou quelque chose, vous pourriez la tasser. J'ai des photos vraiment intéressantes de gens qui ont fait des barrières physiques avec un espace qu'on peut enlever. Je vais vous montrer ça. Ça peut être quelque chose d'intéressant dans un cas d'évacuation. Le code de prévention des incendies, je pense que ça s'appelle, dit qu'une sortie de secours de chaque côté de la barrière physique doit être présente. Mais on parle de 60 mètres. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Vous allez avoir votre barrière physique, vous avez votre porte extérieure et de l'autre côté de votre barrière, vous avez vos portes de chargement ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de danger au niveau de l'évacuation. Date de mise en œuvre. Donc, il y a deux dates à retenir. Première date à retenir, c'est 23 août 2026. Donc, ça, c'est le début de la période A204. Pour le 23 août, vous avez deux options. Première option, vous mettez vos barrières physiques en place direct. Il y en a peut-être déjà que vous avez vos barrières physiques à l'entrée de vos poulaillers, puis que c'est en fonction de ce que j'ai présenté que c'est conforme. Si ce n'est pas votre cas, d'ici le 23 août, le minimum qu'on vous demande, c'est d'avoir un plan d'action écrit
disponible à la ferme. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un plan que vous allez pouvoir nous montrer, soit sur l'ordinateur ou soit papier, pour nous montrer que vous avez pensé à votre plan d'action. Donc, vous savez qu'est-ce que vous allez mettre comme barrière physique, vous avez une idée de la période, de quand est-ce que vous allez le faire. Je vais vous donner un exemple tantôt, la prochaine diapositive, de c'est quoi que je veux concrètement comme plan d'action. Donc, ça, c'est pour le 23 août 2026. Après le 23 août 2026, la date à se souvenir, c'est vraiment le 4 avril 2027. Donc, avant le début de la période A208. Donc, à ce moment-là, le 4 avril, les barrières physiques doivent être en place pour tous les poulaillers. Nouveaux, anciens, peu importe, c'est vraiment la date à partir de laquelle là, ça vous prend quelque chose de conforme au programme. Quand on regarde le plan d'action, moi, je me suis posé des questions à savoir qu'est-ce qu'on voulait comme plan d'action, puis j'ai confirmé certaines choses avec les professeurs de poulet du Canada. Pour faciliter, pardon, la vie aux éleveurs, puis peut-être un peu standardiser les choses, j'ai créé un plan d'action qui est disponible sur EVQ Direct. OK, je vais vous montrer tantôt où aller le trouver. Ce plan d'action-là est vraiment simple. Donc, il y a trois colonnes. Numéro du poulailler. Donc, si vous avez une ferme, que vous avez plusieurs poulaillers, vous allez écrire les numéros de poulailler où il n'y a pas de barrière physique. Dans la deuxième colonne, vous allez écrire une description de la barrière physique. J'ai pas besoin d'un roman. Vous pouvez dire, moi, je vais mettre dans tel foyer, je vais mettre un banc, ou je vais mettre une barrière faite d'un 2 par 6, ou je vais utiliser un seuil de porte en combinaison avec une séparation en bois vraiment pour venir prévenir. Je vous ai mis là, dans le bas là, du plan d'action ici là, les exemples. Vraiment là, quelque chose de simple pour dire, ben, moi j'ai pensé, puis c'est ce que je vais faire pour tel poulailler. La troisième colonne du plan d'action, c'est la date de mise en œuvre. Vous pouvez mettre une date précise ou mettre une période. Si vous dites, moi, le 23 septembre 2026, c'est cette journée-là que je vais mettre des barrières physiques, bien, vous m'écrivez ça 23 septembre 2026. Si vous ne savez pas exactement, vous pouvez mettre une période. Donc, vous pouvez dire, moi, je vais attendre de finir mon lot A205, puis avant que mes oiseaux de A206 rentrent, là, je vais faire mes barrières physiques. Fait que vous pouvez m'écrire entre A205, A206 dans votre plan d'action. Vous pouvez me dire, moi, j'ai pas le temps de faire ça avant l'automne, puis à l'automne, j'ai des champs, je fais des récoltes, je suis dans le champ, j'ai pas le temps de faire ça tout de suite. Bien, vous pourriez écrire après les récoltes d'automne. L'objectif dans la date de mise en œuvre, c'est que ce soit avant le 4 avril 2027. Si vous mettez quelque chose avant le 4 avril 2027, une date précise, une période, un mois de l'année ou quelque chose, il n'y a aucun problème. OK? En bas du plan d'action, ça prend une signature comme quoi vous vous engagez à mettre en place les barrières physiques que vous expliquez dans votre plan d'action d'ici le 4 avril 2027. Donc, vous signez, vous mettez la date, puis ça, c'est votre plan d'action. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le modèle que je vous ai fait. Vous pouvez faire quelque chose de semblable. Ça vous prend au moins c'est quoi la barrière physique, c'est quand vous allez mettre en place, vous vous engagez à le faire. Mais honnêtement, moi, je vous inviterais à utiliser. Ça peut être rempli par ordinateur, ça peut être imprimé, rempli à la main, vous gardez ça dans vos dossiers, il n'y a vraiment aucun problème. Mais c'est quelque chose là, qui a été fait là, pour vous faciliter un petit peu la vie. Quelque chose d'un petit peu particulier, c'est la construction d'un nouveau poulailler. Un nouveau poulailler, c'est un entrée ou un poulailler qui va être mis en service après le 4 avril 2027. Si vous avez un poulailler que votre premier lot va être en A205 ou à A206, c'est pas un nouveau poulailler parce que ça se fait avant le 4 avril. Fait que vraiment, après le 4 avril 2027, vous êtes obligé de mettre des bancs. OK? Je vais le redire, les bancs vont être obligatoires pour les nouveaux poulaillers après le 4 avril 2027. Vous n'avez pas l'option des bordures, vous n'avez pas l'option d'un seuil de porte. C'est vraiment les bordures puis les seuils de porte, c'est vraiment pour donner une chance aux éleveurs qui ont peut-être des constructions un peu plus vieilles, qui ont moins d'espace. Fait on vous donne une liberté, on vous permet de faire des arrangements. Mais quand je vous dis que le banc, c'est la meilleure solution possible, ben c'est vraiment ce que les experts veulent voir dans les entrées de poulailler pour contrôler les risques. Fait qu'à ce moment-là, les nouveaux poulaillers, ça va être obligatoire. Donc, pour et je finis. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble quelques exemples de barrières physiques. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus inspirant aux parents de voir des cas réels ou des dessins. Là, j'ai un petit peu des deux. Donc, vous pouvez commencer déjà à réfléchir à ce que vous voulez mettre là, dans vos enfants. Donc, première type de barrière, les bancs.
les bancs, moi, je pourrais chanter les louanges des bancs pendant 1 heure. Donc, on voit ici un éleveur, c'est tout le même éleveur ici, les photos. Donc, l'éleveur ici, il était pris dans son escalier. Vous voyez l'escalier sur la deuxième photo, ici, il est un petit peu à l'entrée. L'entrée n'est pas super grande. Donc, ce que l'éleveur a fait, lui, il a décidé de partir sa barrière physique un peu plus proche de sa porte. Sa porte s'ouvre pas complètement à 90 degrés, mais c'est pas grave parce que l'éleveur est venu allonger son banc un petit peu plus loin avant de le refermer pour toucher le mur. Comme ça, l'éleveur, quand il rentre, il peut venir se mettre sur le côté, fermer sa porte derrière lui, puis là, lui, il a suffisamment d'espace pour faire son changement de botte. Il y a des mesures ici. Juste pour vous donner un exemple, c'est l'éleveur qui me dit, ah, tu pourras partager ça là, aux autres, voir, des fois, ça peut être inspirant. Donc, on voit un petit peu la largeur puis la hauteur. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de monstrueux. Tu sais, on voit qu'il est vraiment plus étroit que les autres bancs qu'on a vus, mais c'est très, très fonctionnel. Un autre exemple de banc, j'en ai ici. Donc, ici, c'est pas un banc en bois, là, c'est un autre matériel, plus en métal, ou en tout cas, je ne sais pas trop quel matériel, mais on voit ici un banc qui est de mur à mur. On voit aussi que ça touche le sol. Euh, Même principe, on va pouvoir s'asseoir pour traverser. Image du milieu, même principe, un super beau long banc en bois qui touche le sol. Donc, même chose ici sur la troisième photo. Donc, on voit ici l'éleveur. Ce que j'ai bien aimé, c'est que lui aussi, il est pris un petit peu dans son escalier de ce côté-ci. Fait qu'il a fait son banc, puis il a donné un angle. Au lieu de continuer, puis tout, lui, il vous laisse garder là, un petit espace pour pouvoir, après ça, monter ses marches vers les autres étages. Donc, il a commencé son banc, puis whoop, il a donné un angle pour venir le fermer. Il aurait pu le fermer plus petit. Peut-être que lui voulait justement prévoir suffisamment d'espace pour après ça avoir des crochets, mettre ses manteaux. Peut-être que cette personne-là a plusieurs employés, puis il veut de l'espace pour mettre les bottes. C'est quelque chose aussi là, qui est très, très bien. Ensuite de ça, un autre type de barrière physique, les bordures avec un banc intégré. Donc, ça, c'est un genre de mitoyen que je trouvais intéressant. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment traiter une bordure. Donc, c'est la bordure ici au bas de l'image qu'on voit qui est la barrière physique, qui touche au sol, qui va d'un mur à l'autre. Mais la personne a mis un banc et une chaise, mais si on regarde vraiment une portion du banc, ça pourrait permettre à certains employés ou à certains éleveurs de s'asseoir pour faire le changement de botte de façon adéquate. Peut-être que l'éleveur préférait pas mettre un banc partout pour avoir une zone d'évacuation peut-être plus facile ou quelque chose. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui est super. Même principe ici. Donc, l'éleveur ici a un grand entrée. L'éleveur a décidé de ne pas mettre un banc tout le long. C'est correct, c'est accepté. Donc, il y a vraiment sa bordure en bois. Mais c'est quand même mis un banc qui a intégré justement pour venir s'asseoir puis faire un bon changement de botte. Venir s'asseoir sur quelque chose, c'est la meilleure façon de ne pas faire d'erreur dans le changement de botte. Le nombre de fois que je suis allée en ferme, les auditeurs aussi là, pourraient vous en parler, qu'on change de botte, on parle avec quelqu'un, on est distrait, on met le pied de l'autre côté, ou des fois c'est une perte d'équilibre. Tu sais, je veux dire, on va avoir quelque chose dans notre main en dessous du bras, on va essayer de mettre notre botte, on va mettre notre pied de l'autre côté, donc on vient vraiment là, tu sais, contaminer nos zones. Donc, avoir un banc ou une portion de banc, ça peut être une bonne idée aussi. Donc, d'autres exemples de bordure avec un banc intégré. Ça, c'est les images que je trouvais intéressantes pour un souci peut-être d'évacuation. Donc, on voit sur la première photo qu'il y a le banc, mais au lieu de continuer son banc jusqu'au bout, l'éleveur a décidé de mettre plus une planche de bois, là, ce qui pourrait être un 2 par 6 ou quelque chose comme ça. Puis, cette planche-là est amovible, donc elle peut s'enlever complètement. Comme ça, s'il y a un souci d'évacuation, ou peut-être que l'éleveur, quand son bâtiment est vide, il enlève ça juste pour se promener, juste pour pouvoir faire passer de l'équipement, des infections, puis après ça, il fait la désinfection de son plancher. Ça peut être une solution. Même principe sur l'image de droite complètement, on voit le petit bout ici de banc qui peut être aussi enlevé, qui peut être une bonne idée. Donc, ça, c'est d'autres exemples là, qui pourraient être intéressants peut-être à faire chez vous. Ensuite de ça, les bordures, tout simplement. Donc, comme je vous dis, c'est accepté, pas pour les nouvelles constructions, mais pour les constructions qui sont déjà existantes. Donc, même principe, je l'avais montré ici tantôt, le 2 par 6, ou en tout cas la planche de bois. Même principe ici, là, qui a été à côté contre l'escalier. Ou la bordure ici d'un rouge vif là, qui est facilement là, euh, qu'on peut voir facilement. Les sas d'entrée ou les extensions. Ça, c'est quelque chose qui demande peut-être un peu plus de construction, mais qui, je trouve, est vraiment, vraiment une solution intéressante puis pertinente pour les gens qui ont vraiment des petites entrées. Les gens là, qui ont des
toutes petites entrées qui ont de la misère même à juste se déplacer, puis qui se demandent comment ils vont faire une barrière physique, ça peut être une avenue intéressante. Donc, on voit que l'éleveur ici est vraiment venu créer là, un genre de sas d'entrée ou extension, je dirais, à l'entrée de son poulailler. Donc, normalement, quand il ouvrait la porte, ça, c'était son entrée, mais là, avec l'extension, on voit vraiment l'entrée, c'est où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on prend la photo, puis que le banc qu'il a rajouté permet justement de faire le changement de botte puis de séparer les zones. Donc, on voit ici sous un autre angle, donc on voit le banc ici. Les chaussures, ici, je les trouve un peu loin, si vous voulez mon avis, parce que la personne qui va s'asseoir sur le banc pour aller chercher ses chaussures propres sont peut-être un peu loin, mais bon, c'est peut-être des chaussures de sport pour les visiteurs, puis les chaussures des travailleurs sont ici. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait vu en ferme, que l'auditeur a ramené, qui est vraiment, vraiment une belle solution. Ça vous permet de, sans changer la structure de votre poulailler, vraiment juste venir rajouter quelque chose à l'extérieur, avec de l'espace, avec un banc. Vous n'êtes pas pris dans les trucs. Vous pouvez même mettre de l'espace de stockage avec des bottes de plastique, des survêtements, des choses comme ça en cas de problématique. Les petites entrées. Hum, Il y a des solutions qui sont possibles. OK? J'ai envoyé la photo avec la permission de l'éleveur au PPC, puis je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai des éleveurs qui doivent dealer avec des situations comme ça. Qu'est-ce qui est possible de faire? Donc, première chose, c'est construire une entrée extérieure ou une extension comme l'image précédente que je viens de vous montrer. Donc, si l'éleveur est capable d'avoir quelque chose qu'il pourrait construire à l'extérieur, qui ferait qu'après ça, il rentrerait puis ce serait facile, ce serait vraiment l'idéal. L'autre option, c'est changer le sens d'ouverture de la porte. Donc là, présentement, la porte s'ouvre vers l'intérieur. Mais si la porte pourrait s'ouvrir vers l'extérieur, ben à ce moment-là, l'éleveur pourrait, à la place de sa ligne rouge, venir mettre sa barrière physique, vraiment faire un genre de cadre, une genre de bordure ou peut-être même un banc. Puis après ça, pourrait rentrer, enlever ses bottes, mettre ses nouvelles bottes, puis aller avoir accès à ses bâtiments. L'autre option, c'est d'utiliser les seuils de porte de chaque étage comme barrière. Donc, avoir un rebord en bois, comme qu'on a vu tantôt ici. Donc, à ce moment-là, s'il y avait un seuil ici à la porte d'entrée, ça permettrait à l'éleveur justement de rentrer puis d'aller dans son poulailler. C'est sûr que dans cette situation-là, ça y prendrait des bottes pour cette zone-là, puis des bottes pour ces autres étages. Donc là, je ne sais pas, est-ce que l'éleveur en haut des escaliers a un petit plateau ou quelque chose justement pour faire un seuil de porte, donc une deuxième barrière physique pour son autre étage. C'est quelque chose qui pourrait être considéré. Donc, j'arrive à la fin de la présentation. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui de l'heure, le temps que je vous ai passé, donc la dernière heure, c'était les exigences. On parle de barrière physique, on parle du thème. N'oubliez pas le thème. Toucher le sol, hauteur appropriée, espace de chaque côté de la barrière, mur à mur, puis efficacement utilisé. C'est vraiment, on va regarder tout ça en audit, là, mais la partie, est-ce que c'est utilisé de façon efficace, c'est vraiment, vraiment très important. Ensuite de ça, les dates de mise en œuvre. D'ici le 23 août, ça vous prend des barrières physiques ou un plan d'action écrit. OK? Ça, c'est, je vous dis, vous pouvez prendre le modèle qu'on a fait pour vous, sinon vous pouvez prendre votre propre modèle, mais il va falloir que vous nous le fournissiez soit en audit dossier par courriel ou soit à la ferme là, dans votre ordinateur ou imprimé papier. L'autre date, qui est la date probablement la plus importante, 4 avril 2027, barrière physique pour tous. D'ici là, il va falloir que vous ayez réfléchi, pensé à la solution qui est la meilleure pour vous, qui est conforme aux normes, puis que vous l'ayez implanté dans chacun de vos poulaillers. Ensuite, justification et objectif. Le but, là, c'est pas de mettre des nouvelles exigences pour vous donner plus de jobs. Vous êtes occupé, vous le savez. Euh, le but, c'est vraiment de venir rehausser la biosécurité des entrées. Puis j'ai remis l'image ici, là. Pour moi, là, c'est tellement parlant la matrice qui a été faite. Grand risque d'introduction, fréquence, la fréquence que vous allez rentrer et sortir de vos bâtiments, c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau des maladies, puis pas juste la grippe aviaire, différentes maladies, différents pathogènes ou contaminants, bactéries qui venaient rentrer. Et le but, c'est de protéger vos élevages des maladies. J'ai mis en gras contrôler le risque humain, OK? Parce qu'il y a plusieurs éleveurs qui sont venus me voir, ils ont dit, ben, Héloïse, moi, ma souris ou mon ténébrion, il va pas s'arrêter à ma barrière physique. Je leur disais, vous avez bien raison. La souris, elle peut pas plus, ça ne dérange pas qu'il y ait une barrière physique, une ligne rouge, quoi que ce soit. Elle va trouver une autre place pour rentrer, puis le ténébrion, il va passer.
Euh, le but des barrières physiques et l'idée derrière l'exigence des barrières physiques, c'est de contrôler le risque humain. Les programmes à la ferme, là, il existe d'autres exigences pour gérer les autres vecteurs ou les autres sources de contamination comme les rongeurs ou les ténébrions. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans contrôler le risque humain parce qu'on s'est rendu compte à quel point les entrées étaient coupables dans les cas de contamination qu'on avait vus. Pour finir, il faut quand même que je prenne un petit 30 secondes de votre temps pour vous chanter les louanges du banc. Pourquoi est-ce que le banc ferait une différence? Le banc, c'est conforme aux nouvelles exigences PASAF. Ça va être conforme pour les nouvelles, tu sais, ça va être obligatoire pour les nouvelles constructions. Donc, on voit à quel point ce serait important puis que c'est recommandé par les experts de mettre un banc. Moins d'erreurs humaines lors des changements de bottes. Je vous l'ai dit, le fait qu'on s'assoit, ça fait qu'on est stable, on peut prendre nos bottes, on peut déposer. Moi, souvent, quand je suis en Audi, j'avais plein de documents ou des choses avec moi, je peux les déposer sur le banc. Vos visiteurs peuvent déposer leurs choses, leur cellulaire sur le banc, faire leur changement de bottes approprié. C'est impossible ou presque à contourner. Donc, ça n'empêche pas qu'un employé voudrait pratiquer son saut en hauteur puis venir sauter par-dessus le banc, ça c'est sûr, mais on s'entend que c'est peu probable. Quand on a un banc, on est comme naturellement, on va se rendre, on va s'asseoir, puis là, OK, on va changer nos bottes de façon conforme. Biosécurité qui est renforcée à l'entrée des poulaillers. Donc, le même principe, c'est vraiment ce qui est recommandé par les experts, par les producteurs de poulets du Canada. Euh, Ils ont laissé quand même une certaine liberté au niveau des choix de barrières physiques à faire, même si on sait que le banc, c'est ce qui est le plus souvent recommandé. Et c'est, on veut pas quand même une solution qui est simple, durable et rentable. On parle pas d'installation là, très, très coûteuse. C'est vraiment juste de se faire quelque chose, un banc sur lequel on peut s'asseoir. Au bout de la ligne, vous avez la liberté de choisir. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'était de vous expliquer les exigences, quoi faire, quoi pas faire, vous donner des images pour vous inspirer. Au bout de la ligne, après ça, ça va être à vous de décider puis de vous assurer d'être confort. Donc, j'ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Je voulais juste vous dire qu'il y en avait beaucoup aussi sur le site web EVQ Direct. Donc, je vous ai mis le site web ici, evqdirect.ca. Donc, quand vous arrivez sur ce site-là, vous allez dans Programme à la ferme. Donc, vous cliquez sur l'image. Ensuite de ça, vous allez aller dans la section Salubrité à la ferme et cliquer sur En savoir plus. OK? Si vous allez, ça va vous amener sur la page qui est ici, puis en descendant la page doucement, vous allez arriver à une section là, Nouvelle exigence PASAF. OK? Toutes les informations que vous avez besoin de savoir sur les bancs vont se retrouver dans cette section-là. Le plan d'action que je vous parlais tantôt qu'on a fait pour vous, il est là en ce moment. Je l'ai mis en jaune. Là. Fait que vous pouvez aller le télécharger puis déjà aller le remplir là, pour le faire d'ici le 23 août 2026. Il y a plein d'autres informations. Il y a le manuel ou l'addenda que je vous ai parlé là, avec les des exigences à respecter, puis il y a différents outils là, pour vous faire réfléchir. Et la présentation que j'ai faite aujourd'hui ou que je vais faire le 24 juillet va être là disponible aussi si vous voulez vous rafraîchir la mémoire ou si vous avez manqué des bouts aujourd'hui. Donc,